a quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Cette semaine, c'est la semaine de l'allaitement maternel en France. C'est un sujet que vous savez, qui me tient beaucoup à cœur, la normalisation de l'allaitement maternel, la facilitation de l'allaitement maternel pour les mères et les parents dont c'est le choix. Libre et éclairé, bien entendu. Il faut que ça reste quelque chose qui soit libre et éclairé. Mais aujourd'hui, l'accompagnement n'est pas au niveau, en tout cas pour dire que c'est parfaitement libre et éclairé, en tout cas l'accompagnement des parents, des mamans et donc des petits bébés. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Marion Guérin. Elle est infirmière puéricultrice depuis 16 ans, dont 13 passées au CHU de Bordeaux dans une unité de soins intensifs néonataux. Elle a obtenu son label IBCLC en 2014. Elle s'installe en tant que consultante en lactation libérale en 2020, donc labellisée IBCLC. Et elle est aussi maman de 2 enfants de 8 et 14 ans. Alors c'est une personne que je connais dans la vraie vie, dont je connais beaucoup le travail, que j'ai vu accompagner des familles. Et voilà, donc c'est avec un grand plaisir que je la reçois aujourd'hui pour parler justement de ce sujet de l'allaitement maternel avec, pendant cette semaine de l'allaitement maternel 2023, un point particulier qui est la reprise du travail. Donc nous allons en parler, voir comment ça se passe, quel est l'impact de la législation actuelle sur la reprise du travail par rapport à l'allaitement maternel global en France, quels sont les droits et les possibilités pour les mères et les parents allaitants pour pouvoir continuer cet allaitement dans les meilleures conditions avec cette reprise du travail. Voilà, on va voir un petit peu tous ces sujets, bien sûr, quel est le rôle du père, du coparent dans l'accompagnement, quel peut être le rôle des entreprises et quelles seraient les politiques publiques à mettre en place. On va évoquer tout ça. Ma première question, parce que bon, je vous dis, elle est consultante en lactation IBCLC. Encore faut-il savoir ce que c'est. Donc ma première question, c'est quoi une consultante en lactation IBCLC ? Je vous souhaite une très bonne écoute. Alors IBCLC, c'est un acronyme qui en fait caractérise un label. Alors cet acronyme, il est en anglais et il veut dire International Board Certified Lactation Consultant. Okay. C'est un label qu'on obtient à l'issue d'un concours. C'est un concours qui est international, donc il est passé le même jour dans tous les pays du monde. C'est un label qu'on obtient pour 5 ans, qu'il faut renouveler donc régulièrement pour prouver finalement qu'on est à jour sur toutes les nouveautés et à jour sur les nouvelles études qui paraissent assez souvent autour de l'allaitement. Avant de pouvoir passer ce diplôme, il y a pas mal de prérequis, ce qui fait qu'on est beaucoup, en tout cas en France, à être professionnel de santé à la base. Pour ma part, je suis infirmière puéricultrice. Il y a d'autres voies d'accès qui sont possibles. On peut tout à fait, avec des heures d'accompagnement très nombreuses et spécifiques, on peut aussi accéder à ce label. Mais voilà, il y a 3 voies d'accès, il faut aller se renseigner un petit peu. Donc c'est le gage en fait pour les familles de la sécurité, des connaissances autour de l'allaitement pour un accompagnement le plus efficace possible. D'accord, donc si je comprends bien, dans ce qui est nécessaire pour devenir consultante en lactation certifiée IBCLC, je veux dire IBCLC parce que sinon c'est très long à dire, il faut avoir quand même été en contact des familles, des bébés et de tout ce qui tourne autour de la périnatalité quand même. Oui, c'est ça. Il y a un minimum de 1000 heures d'accompagnement dans les années qui précèdent, d'accompagnement à l'allaitement, dans les années qui précèdent le passage du diplôme. Donc, c'est pour ça que c'est souvent des professionnels de santé qui ont travaillé en maternité, en néonat, ou alors des gens qui sont dans le monde de l'allaitement, plutôt dans le monde associatif, qui vont cumuler beaucoup d'heures d'accompagnement pour pouvoir prétendre au passage de l'examen. D'accord, c'est-à-dire que même si ce n'est pas sous quelque chose d'officiel comme un service de santé publique, on peut cumuler des heures qui seraient valables même en associatif. Ah oui, d'accord. Oui, il y a 3 voies. Voilà, la voie la plus, on va dire la plus courte, la plus facile, c'est la voie quand tu es déjà professionnel de santé. Mais après, oui, tu as d'autres voies possibles. Bon, dans tous les cas, ça veut dire que quand même IBCLC, ça valide une certaine expérience, une certaine connaissance. Oui. Aussi dans l'accompagnement, est-ce que vous êtes formé à l'accompagnement ? Oui, on est formé à l'accompagnement. C'est une chose d'avoir les connaissances, mais on peut très bien être une grosse connasse et avoir des connaissances. Quoi. C'est ça. Non, on est formé à l'accompagnement, à l'écoute active, à savoir recevoir les émotions, oui, bien sûr. Et puis, dans tout ce qui va concerner l'enfance, au développement neuroaffectif, etc. Il y a beaucoup d'IBCLC en France ?
Je pense aux dernières nouvelles, on doit être entre 500 et 600 en France, à mon avis. Entre les nouvelles, celles qui ne recertifient pas, vu comme je t'ai dit, c'était tous les 5 ans. Il y a certaines IBCLC qui ne recertifient pas le label tous les 5 ans non plus, quoi. Donc, ça va, ça vient. Et donc, elles n'ont plus le droit d'utiliser le titre. Elles n'ont plus le droit de coller le label à côté de leur titre de consultante. Ouais. Alors maintenant, on va essayer de se parler un petit peu plus de l'allaitement dans la globalité en France. C'est quoi les chiffres de l'allaitement en France? Il y a combien de mères allaitantes qui sortent comme ça, qui allaitent en sortie de maternité à 1 mois, 6 mois, 2 ans? Bon, la question est longue, elle est complexe, hein, mais voilà, les chiffres de l'allaitement en France, c'est quoi globalement? Un des derniers chiffres qui sont sortis en octobre 2022, c'est les chiffres de la dernière enquête périnatale nationale qui disent qu'il y a 74,2% de femmes en France qui initient l'allaitement, c'est-à-dire qui souhaitent débuter un allaitement. Et à 2 mois, il y en a encore 38% qui allaitent encore exclusivement. Pour les grossesses de rang 1 et 2, les grossesses à partir du rang 3 et plus allaitent plus longtemps. C'est quoi les rangs? C'est le premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, okay. Tu vois. Donc en fait, à partir du troisième enfant, les taux d'allaitement sont un peu plus hauts à 2 mois. Ce qui va vite nous faire arriver sur le sujet, c'est-à-dire que la reprise du travail en France va impacter directement les taux d'allaitement à partir de 2 mois. Mais ce que tu nous dis, voilà, c'est ça, c'est qu'on est à 74%, qui est quand même assez bas par rapport à d'autres pays. Oui, c'est plutôt bas, oui. Parce que je crois que dans les pays nordiques, on est plutôt autour des 90%. Oui, 90%. En Espagne aussi, ça tourne plutôt bien. Je pense qu'on doit être à peu près kiff-kiff, à mon avis, avec l'Espagne. Là où on va avoir quand même quelque chose qui se stabilise, où il y a une petite perte, même dans les pays nordiques, il y a une petite baisse à 3 mois, mais jusqu'à 6 mois, on est quand même sur des taux assez élevés. Oui. Là, en France, on passe de 74 à 38. Quoi. Oui. C'est-à-dire qu'on s'est quasiment divisé par 2. Oui. Si tu veux, la médiane d'allaitement en France, aujourd'hui, c'est grosso modo 7 semaines. 7 semaines. Voilà. Quand tu sais qu'il y a une reprise du travail, justement pour les grossesses de rang 1 et 2, à 10 semaines, vu que c'est ce qui est prévu. Donc, on comprend bien que les familles anticipent 3 semaines avant la reprise du travail pour commencer le sevrage, introduire du lait infantile et donc arrêter l'allaitement. Du coup, tu as une partie de ton job, c'est aussi d'accompagner les sevrages? Bien sûr, okay. Oui, à tout âge. Je sais pas, des fois on entend, ça fait partie, dire que les personnes qui soutiennent l'allaitement, c'est il faut absolument allaiter, peu importe que la mère vienne ou pas, peu importe. Non, je vais même te dire que même dans les consultations prénatales, notre travail c'est de faire de l'information objective pour que les familles aient toutes les infos justement pour pouvoir faire des choix dits éclairés. C'est-à-dire que moi je peux avoir une famille qui part de chez moi après une consultation prénatale en étant sûre qu'elle ne veut pas allaiter. Et c'est OK, en fait. C'est très bien, parce qu'au moins, c'est un choix qui a été pensé, qui a été avec toutes les données objectives. Et moi, ça me va, parce que je ne suis pas là pour faire allaiter les familles. Je suis là pour soutenir des choix parentaux. Mais c'est important que tu le précises, parce que c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à recommander, d'ailleurs, c'est un des cadeaux que j'ai fait, pour des futurs parents, en fait, en prénatal, une consultation avec une IBCLC, tout simplement parce que je me dis que, voilà, souvent... on entend des choses un petit peu aléatoires. J'ai en image un échange récent avec un ami qui vit au Japon, qui va revenir en France, et sa femme est japonaise. Et il parlait de faire un enfant, et sa femme est japonaise, alors stéréotype, elle a des petits seins. Et on en parlait et tout, et on parlait un peu de tout ça, et je lui dis, et toi, l'allaitement, t'en penses quoi et tout? Il me dit, mais tu sais, de toute façon, je pense qu'elle pourra pas allaiter parce que voilà, elle a trop petits seins. Donc je lui ai dit, mais ça n'a rien à voir du tout. Donc ça sert aussi à ça. Ouais. Ça veut pas dire que elle fera forcément le choix d'allaiter. Ouais. Ça veut juste dire qu'en fait, on peut aller lever des croyances limitantes qui font que on va faire un choix éclairé qui sera ce qu'il est. Mais ça peut être intéressant. L'idée, c'est ça, c'est débunker les idées reçues. C'est vraiment le rôle des IBCLC, quoi. C'est vraiment notre particularité. Voilà. On n'est pas là pour forcer, pour encourager, mais pour filer de la bonne info. Tout à fait. Non, mais c'est important de le préciser parce que c'est vrai qu'on peut voir parfois sur les réseaux sociaux des communications qui peuvent être très culpabilisantes pour les personnes qui ne veulent pas allaiter, alors qu'on n'est pas du tout dans un contexte en plus où l'allaitement, comme tu l'as dit dans les chiffres, c'est pas la norme en fait. L'allaitement au-delà de... Enfin, l'allaitement déjà jusqu'à 6 mois, c'est pas du tout la norme. Donc voilà, moi je pense à ma fille qui a été allaitée 4 ans, si tu veux. C'est absolument pas la norme. Voilà. Donc voilà, c'est important de le rappeler. Tu nous disais que justement les chiffres montrent que la reprise du travail, enfin à peu près la période où il y a la reprise du travail,
ça va avoir cet impact en fait. Donc d'après ton expérience, d'après les études, c'est vraiment la reprise du travail qui vient percuter en premier. C'est la première cause de fin d'allaitement. Alors, c'est une grosse cause. Ouais. Après, ce qui est aussi noté sur l'enquête nationale périnatale, là, c'est le manque d'accompagnement. Ouais, il y a aussi D'accord. une grosse baisse d'allaitement aux alentours de 3 semaines, qui est due souvent à des difficultés, des femmes qui vont se retrouver seules face à cette pratique d'allaitement, au comportement spécifique de leur bébé, et qui vont manquer de soutien à ce moment-là. Et donc là, je crois que voilà, les réseaux de soutien, les associations de parents, de mères allaitantes ont vraiment toute leur place pour encourager et mettre du sens sur ce que vivent ces femmes à ce moment-là. Et nous aussi, IBCLC, on est là bien sûr pour ces mères dans ces périodes-là. Donc oui, il y a le travail, mais il y a aussi le manque d'accompagnement qui est criant quand même en France. Les femmes se retrouvent très vite très seules dès qu'il y a une difficulté d'allaitement. Et puis il y a les pères et les coparents aussi. Bon, on va s'en Oui. parler, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Tu vois, c'est que là, Ouais. on parle de l'allaitement, on parle des mères, on parle des femmes. Mm. Elles n'ont pas fait, enfin, dans la plupart des cas, elles n'ont pas fait toutes seules le bébé. Donc il y a aussi un rôle à jouer. On va s'en parler. Mais alors Ouais. du coup, qu'est-ce qui fait que la reprise du travail est un facteur aussi important de la chute de l'allaitement? Alors déjà parce qu'au niveau organisationnel et charge mentale, ça va rajouter des choses à penser au planning de la journée de la femme. Il va falloir trouver de quoi faire des stocks, en plus des tétés habituels, vu qu'avant de reprendre le boulot, en principe, l'enfant est encore avec la femme. Certaines n'ont pas forcément beaucoup de temps d'adaptation sur une MAM, sur une crèche ou chez une assistante maternelle. Donc elles ont peu de temps seules, en fait, pour pouvoir faire des stocks. Donc souvent, faire des stocks quand tu as déjà ton bébé au sein, voilà, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et ensuite, il y a très peu d'entreprises françaises qui vont faciliter ce retour au travail aussi et faire que des choses vont être organisées pour que ce soit fluide en fait pour ces femmes et pour les encourager. Et bon, on verra après, mais elles ont plutôt tort, ces entreprises, de ne pas les encourager. D'accord. Mais justement, c'est quoi les droits des femmes qui veulent allaiter en entreprise? Donc, le Code du travail est très clair là-dessus. En fait, depuis 1917, on parle d'allaitement au travail. Donc, c'est un sujet qui date Ouais, c'est quand pas tout même neuf, depuis un petit moment. Et en fait, la dernière loi, donc c'est l'article L 1225-30, qui est en vigueur depuis le 1er mai 2008, avec des décrets d'application qui ont suivi. Cette loi, elle garantit aux femmes, dans la première année d'allaitement, 1 heure consacrée à l'allaitement. Donc, soit par tirage de lait, soit avec un bébé qui peut être amené sur place pour être allaité. Cette durée peut être réduite à 40 minutes, 2 fois 20 minutes, souvent répartie au milieu des demi-journées de travail, si jamais il y a un local d'allaitement prévu pour ça et que la mère n'est pas obligée de sortir de son lieu de travail. Petit couac, c'est que cette loi n'a pas prévu de rémunérer cette heure. Donc après, il faut jouer fin avec son employeur parce que finalement, quand il y a des pauses clopes, les gens ne demandent pas non plus à ne pas être rémunérés sur les temps de pause. Donc bon, une femme qui tire son lait, elle en a pour 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas non plus si long que ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est qu'on puisse se dire que c'est normal de rémunérer des gens pour qu'ils aillent détruire leur vie, Oui. alors qu'on ne va pas rémunérer des mères pour qu'elles puissent nourrir un enfant. Oui, exactement. C'est assez fou. Alors après, il y a les conventions collectives. Quand on est dans le privé, il faut toujours se renseigner. Les conventions collectives sont toujours plus favorables aux salariés que le Code du travail. Donc, il faut toujours se renseigner. Et j'ai trouvé 2 entreprises privées françaises qui ont un projet autour de l'allaitement. Il y en a sûrement d'autres. Il y a l'entreprise Dell. C'est les ordi, je crois. Voilà. Donc, cette entreprise a développé une mutuelle, en fait. C'est la mutuelle de leur entreprise qui prévoit des consultations avec des IBCLC. Donc, en fait, les femmes sont soutenues et prises en charge, du coup, par leur mutuelle d'entreprise pour pouvoir poursuivre l'allaitement au travail. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé dans la présentation d'IBCLC. Il n'y a pas Enfin, c'est pas remboursé. Alors, tout dépend du métier que tu fais à la base. Oui, bien sûr. Si, par exemple, une sage-femme, elle peut faire passer des consultations avec une prise en charge par rapport à la sécurité sociale. Si tu es déjà dans une profession... Ou un médecin, quoi.
Oui, voilà. Si tu es déjà, parce qu'il peut y avoir des médecins IBCLC, des sages-femmes IBCLC, mais moi, dans ma profession d'infirmière puéricultrice, ma profession dans le libéral, c'est compliqué. Et donc, c'est compliqué pour moi de pouvoir booker une prise en charge. C'est pareil pour les auxiliaires de puériculture qui sont IBCLC, tout ça, c'est plus compliqué. Du coup, chez Dell, même si tu es infirmière puéricultrice, les IBCLC peuvent être prises en charge. Je pense qu'il y a un contrat qui doit être passé avec certaines IBCLC qui doivent être salariés de la mutuelle, à mon avis. C'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Ah ouais, les mutuelles salariées des IBCLC qui vont du coup être d'astreinte, quoi, tu vois, pour donner de l'accompagnement aux salariés. Dell propose aussi des tirelets gratuits pour les femmes ou pris complètement en charge, conventionnés, quoi. Donc ça, c'est l'entreprise qui va le mettre en place. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool aussi. Merci Dell. Après, j'ai trouvé la Banque Populaire. Donc, on sait que les banques, parfois, elles ont quand même, il y a quand même des belles conventions collectives. Et en l'occurrence, à la Banque Populaire, c'est plutôt sympa parce que si tu as, donc c'est l'article 51.1 de leur convention, si tu as 9 mois d'ancienneté, tu as le droit à un congé rémunéré supplémentaire qui s'appelle du coup le congé parental d'éducation. Et avec un certificat qui explique que tu allaites ton enfant, tu as droit à 45 jours en plus à plein salaire ou 90 jours en plus à demi-salaire, ce qui quand même prolonge le congé maternité. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et je pense que ces entreprises-là ont tout compris parce que c'est un réel atout. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a comparé deux sociétés, deux entreprises qui avaient un programme de soutien à l'allaitement maternel. Et ils se sont rendus compte que déjà 86% des bébés allaités ne sont jamais malades pendant leur première année. Ce n'est pas une énorme étude, c'est deux entreprises, hein, d'accord, bon. Et que quand les enfants étaient malades, ça a entraîné 2 fois moins de journées d'absence chez les femmes. Et qu'en plus, le deuxième chiffre qu'on a, c'est que 74% des pathologies de bébés allaités n'entraînent pas d'absentéisme maternel, contre 57% chez les mamans nourrissant leur bébé au lait infantile. Donc, on entend qu'elles sont moins absentes, que les pathologies des bébés sont moins graves, donc entraînent moins d'absentéisme, encore une fois. Donc, finalement, en termes de performance et d'efficacité pour un employeur, il a tout intérêt à motiver ses salariés à continuer à poursuivre l'allaitement dans la première année. Oui, bien sûr. Alors, je recontextualise le propos, comme tu l'as déjà précisé. Hein, c'est juste une étude américaine qui compare 2 entreprises. On n'est pas sur une étude très grande. Cela dit, il y a des études qui existent. Alors, je les avais citées dans le dossier allaitement. Je vous laisse regarder sur le site internet pour aller rechercher ça. Qui existent et qui montrent qu'en effet, l'allaitement maternel, on n'est pas en train de dire que les mères qui n'allaitent pas au sein rendent leur bébé malade. C'est pas ça qu'on dit. Mais l'allaitement maternel a des vertus, et dans ces vertus, et qui sont démontrées par des études, c'est que ça réduit ce qu'on appelle la bobologie. Et que du coup, il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, au Brésil ou dans d'autres pays, avec ce que ça permet déjà d'économiser pour le système de santé. Hein. On se parle quand même de 58 millions pour le Brésil, par exemple, par an. Et bien entendu aussi, puisqu'on a un bébé moins malade, très logiquement, comme tu l'as cité dans ton étude sur entreprise, les parents sont moins absents, en l'occurrence, souvent les mères. Donc c'est hyper intéressant de voir ça. Ça marche, hein, ça va de pair aussi avec ce mouvement qu'il y a un peu, tu sais, aussi autour du congé paternité, notamment sur, voilà, aujourd'hui, on veut prendre en compte la parentalité, on veut que les salariés puissent être, et puis de toute façon, les salariés sont demandeurs. Tu vois, il y a un sujet de génération, hein. On va pas se mentir, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des sujets dans les entretiens de recrutement qui sont posés chez les hommes. Les hommes demandent, OK, si je deviens papa, c'est quoi mes avantages? Et les mères peuvent aussi demander. Culturellement, il va falloir qu'on avance quand même en France. Moi, j'ai un petit peu vadrouillé en Finlande. Et quand tu vois comment ça se passe, à 16h, ils sont tous dehors. Ils sont tous dans les parcs avec les enfants. J'ai parlé avec un couple finlandais qui me disait « Mais moi, si on m'appelle en pleine réunion parce que mon enfant est malade, en fait, je pars et je suis encouragée par mes supérieurs à aller récupérer mon enfant malade, en fait. » Et là, je me dis, mais nous, on est hyper mal d'annoncer qu'on doit partir parce que l'enfant est tombé ou l'enfant a 42 fièvres ou machin. On va se dire, on va s'en prendre plein la tronche. Et donc, c'est en termes de culture, quoi. Il faut qu'on progresse quand même. En France, on est quand même dans un pays où la dernière campagne qu'il y avait dans les entreprises, en tout cas dans les RH, enfin la campagne, on va dire les bonnes idées, les bonnes pratiques parentales, c'était de dire on arrête les réunions après 18h. Tu vois, sachant qu'en France, on adore faire des réunions qui ne servent pas à grand-chose. Et là, c'était arrête les réunions après 18h. Enfin, on en est là. C'est-à-dire, tu vois, c'est pas... Et donc, on a en effet énormément de retard. Donc, à voir après comment ça va évoluer. Mais il faut aussi des politiques publiques ambitieuses. Tu vois. Il faut des choses qui soient... Individuellement, on ne peut pas tout. Les entreprises peuvent faire le job, mais ne peuvent pas tout.
il faut aussi des politiques publiques, il faut vraiment une volonté politique Oui. pour que ça avance. Oui, mais c'est ce qui se passe dans les pays scandinaves Mais d'ailleurs, voilà. hein. C'est que quand il y a un congé maternité d'1 an à plein salaire, forcément, on ne peut pas lutter au niveau des chiffres, Ah bah quoi. oui, Voilà. mais c'est pas la peine, quoi. Donc, et puis en plus, il y a un accompagnement qui est différent. Mm. Et au niveau de la reprise du travail, parce qu'on a parlé tout à l'heure du père, du coparent. Alors, on peut rappeler rapidement, si tu veux, comment est-ce que le père ou le coparent peut aider à accompagner l'allaitement, même sans parler de reprise du travail. Et puis après, on va voir ce que tu peux nous dire de spécifique sur ce moment de la reprise. Donc déjà, et ça peut peut-être aider de prendre des bonnes habitudes, Mhm. de démarrer dès le début Bien à sûr. filer un coup de main. Donc qu'est-ce qu'il peut faire Alors moi, je suis de plus en plus agréablement surprise de l'investissement des pères dans les accompagnements d'allaitement qu'initient leurs femmes. C'est-à-dire que ces papas se sentent extrêmement impliqués, veulent soulager la charge mentale que l'allaitement pourrait avoir sur leurs femmes. Ils sont vachement présents aux consultations. Enfin voilà, donc ça c'est vraiment trop chouette. Et ils ont vraiment envie, non pas de nourrir l'enfant, mais plutôt de rendre le quotidien plus facile. Et donc, le quotidien plus facile, déjà pour un coparent, un papa, c'est de s'assurer du bien-être déjà de la femme qui va allaiter. Donc, moi, je dis déjà, un porteur de coussin, c'est déjà vraiment aidant. Donc, s'assurer que l'environnement soit confortable, qu'elle n'ait pas faim, qu'elle n'ait pas soif, voilà, que les besoins primaires, en gros, soient satisfaits. Et puis après, un bébé, oui, ça peut être materné au sein, mais pas que. Le maternage peut être fait de façon extrêmement équitable entre le père et la mère, entre la mère et l'autre parent. Et donc, un papa qui va venir porter pour endormir son bébé, qui va venir aider pour l'euro, qui va venir baigner l'enfant, qui va venir le porter en écharpe, etc. C'est des moments très particuliers que les familles doivent chérir parce que j'ai vu certains papas qui étaient un peu empêchés dans leur volonté de passer du temps rien qu'avec le bébé, parce que parfois, il y a des mamans qui ont du mal à libérer aussi ce temps-là à l'autre parent. Et je trouve que c'est important que nous, les femmes aussi, on arrive à laisser ce temps au papa, parce que voilà. Ce sont des situations complexes, hein, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment pas simple, je trouve, parce que d'une part, il y a quand même, on va pas se mentir, que ce soit par habitude, par facilité ou quoi, il y a quand même une partie des darons qui pour eux, c'est pas leur sujet, quoi. Mm. Voilà. Donc, et après, en effet, pour les darons qui veulent s'impliquer, ça dépend aussi comment on s'implique, ça dépend de plein de choses. Mm. Voilà, il y a plein de choses qu'il faut comprendre. Après, c'est vrai qu'il y a toujours cette histoire du verre d'eau qui est importante, hein, à apporter un verre d'eau à la maman qui allaite. Moi, ce que j'ai, tu vois, dans mes échanges avec les papas, il y a vraiment un truc qui revient souvent, c'est la méconnaissance aussi, tu vois, de l'information, que le corps dépense de l'énergie quand il allaite. C'est combien déjà? Oui, c'est 500 calories à peu près par jour. Par jour, ouais. Par jour, donc 500 calories de plus par jour. Et moi, souvent, ce qu'il y a de drôle, c'est que c'est vraiment une remarque qui revient souvent avec les papas. Ils me disent, ouais, c'est bon, là, elle a allaité, elle me demande de m'occuper du bébé, enfin, elle vient de se reposer, quoi. Et du coup, tu leur expliques, mais non, en fait, elle vient pas de se reposer. Elle a peut-être un shoot d'hormones et tout qui est kiffant, ça, je l'entends. Mais en fait, son corps Il y a dépense de une dépense l'énergie. énergétique, Donc, ouais. c'est pas. Toi, ce que tu vois, c'est ta meuf qui est posée en mode câlin avec bébé tété. Mais en fait, il se passe plein de choses dans son corps que toi, tu vois pas et qui font que c'est peut-être chouette si derrière, tu viens, en effet, comme tu dis, faire l'euro, porter, voilà, et que pendant la tétée, toi, tu fait peut-être un repas, tu as amené de l'eau, le ménage. Et puis, je vois parfois des papas qui n'ont pas trop confiance aussi en leur capacité Bien quand sûr. c'est un premier bébé ou quoi, ou qui sont moins à l'aise avec l'âge du tout petit et qui vont voilà, avoir un peu de mal à passer du temps seul avec l'enfant. Sur cette hésitation-là, la maman pense qu'elle peut prendre du coup cette place et je crois que voilà, faut faire aussi un peu attention. Chacun a sa place. Le temps, il peut être réparti. C'est long, 24 heures avec un bébé parce que c'est réveillé 24 heures. Donc, on peut tout à fait partager toutes les tâches, absolument toutes les tâches concernant les soins et le maternage à cet enfant. Alors après, comme on parle un peu reprise du travail, les mères, elles vont tirer leur lait. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une charge mentale supplémentaire. Et là encore, le père, il peut vachement, enfin, je dis le père, l'autre parent, peut beaucoup intervenir dans le sens où, ne serait-ce que le nettoyage des biberons, écrire la date, l'heure où le lait a été tiré, surveiller que le frigo ou le congélateur est propre quand même pour accueillir tout ça. Puis gérer la rotation aussi, parce qu'il faut bien gérer les DLC du lait, quoi. Exactement.
Exactement. Non, mais T'as vu, je sais. tout à fait, tout à fait. Donc, et puis, encourager, quoi. Ne serait-ce qu'encourager, ne serait-ce que de montrer qu'on est fier de ce qu'elle est capable de faire, parce que déjà, elle nourrit l'enfant, puis elle arrive à tirer du lait en plus pour faire des stocks. Alors, même si c'est de 10, 20 millilitres en 10, 20 millilitres, ouais, c'est déjà ça, c'est déjà gros. Et ça doit vachement se mettre en valeur. Alors après, je pourrais donner des tips éventuellement pour pas passer ses journées à laver le tire-lait, etc. Parce qu'au moment de la reprise du travail, il faut gagner du temps quand même. On n'est pas obligé, en fait, quand on tire le lait, on n'est pas obligé de laver absolument tout le matériel à chaque fois. En fait, on peut utiliser des grandes poches congélation, mettre, une fois qu'on a tiré le lait, on le met dans une pochette ou dans un contenant quelconque, et on se retrouve avec la tétrelle, le connecteur et le biberon vide, le biberon de recueil vide, mais avec du lait sur les parois. Ce lait-là, qui va rester sur ces accessoires, on peut le mettre dans des grandes poches congélation dans le frigo, ce qui veut dire que le peu de lait qui peut rester sur les parois, il est conservé, parce que le froid conserve quand même le lait maternel. Et au tirage d'après, on n'a qu'à ressortir ce matériel, le remettre sur les seins et ainsi de suite. D'accord. Et on peut se contenter de faire un lavage vraiment minutieux à la fin de la journée, avec là vraiment de l'eau, du savon, un goupillon, on va dans tous les coins, etc. On fait sécher à l'air et ça peut largement fonctionner comme ça. Moi, je me rappelais que je faisais aussi bouillir les tuyaux, je crois. Ouais, alors tout ce qui là où l'air passe, Ouais. il n'y a pas besoin de nettoyer, de stériliser, etc. Il est plus recommandé de stériliser le matériel pour les bébés aujourd'hui. Un lavage minutieux avec du savon, enfin du produit vaisselle ou un cycle en lave-vaisselle à l'étage du haut, un cycle normal, assez long quand même, ça a les mêmes impacts qu'une stérilisation dans un stérilisateur. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire bouillir et de s'embêter forcément beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est un petit tips un peu sympa. Et puis, par rapport au tire-lait, donc là, moi, je t'ai parlé des tire-lait classiques avec tuyaux, machin, tout ça. Mais aujourd'hui, il y a des petites révolutions quand même de tire-lait. C'est les tire-lait nomades qui se mettent directement dans le soutien-gorge, qui n'ont pas de fil. Il y a des tarifs divers et variés. Ça va vraiment de quelque chose à une cinquantaine, soixantaine d'euros à 200, 400 euros. Voilà, il y a tout. Alors, bien sûr, les plus chers ont des technologies plus innovantes. Donc, après, chacun fait avec son budget. Et voilà. Mais je crois que le fait que les femmes puissent se séparer de la gestion des fils et d'être accrochées à une prise électrique, ça, c'est quand même vraiment très, très chouette. Et moi, ça n'existait pas trop quand j'allaitais. Et je me dis, punaise, ça, c'est quand même très cool parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une maman, tu vois, conductrice de bus qui ne s'arrêtait pas au terminal, donc elle était vraiment à ses arrêts. Elle a pu continuer à allaiter avec ce système. J'ai eu une maman qui était chirurgien. Pareil, elle arrivait à tirer comme ça, c'était beaucoup plus facile. Et une maman qui était archéologue qui me dit, mais moi, je suis dans les trous, là. Comment je peux faire? J'ai pas d'électricité et tout. Et donc, puis c'était pas très propre en plus pour poser. Voilà, elle était vraiment dans la terre. Bon, voilà, ça, c'est vraiment des systèmes qui sont chouettes et je trouve qu'on est à l'émergence quand même d'une certaine liberté. C'est intéressant de le savoir. Donc, ceux-là ne sont pas encore pris en charge par la Sécu. Non, ceux-là, ils sont à l'achat. Mais ça peut être intéressant de se dire, tu vois, même pour le père ou le coparent, de se dire, si on est dans le projet bébé, si on sait qu'il y a un projet allaitement, peut-être se dire, tu vois, de la même manière qu'on peut essayer de mettre un peu de sous de côté pour un congé parental ou quoi, si on n'arrive pas au congé parental, peut-être qu'on peut se dire, voilà, il y a un budget, mais derrière, après, c'est vraiment de la qualité de vie de gagner sur un projet d'accompagnement parental. Donc, non, c'est vraiment... C'est vraiment bien. J'ai vu débarquer ça sur Internet et ça a l'air dingo. Ouais. Donc, ok, super. Non, mais c'est vraiment chouette. Puis même en termes de bruit, moi, j'ai pu en tester certains. Bon, ils sont en fonction aussi du prix. Plus tu mets cher, plus c'est silencieux. Mais il y en a qui sont tellement silencieux, tu peux vraiment continuer à bosser en open space ou même en face d'une clientèle. Ça ne s'entend vraiment pas. J'ai ma kiné d'ailleurs qui tirait son lait pendant qu'elle faisait ses soins et ça matchait nickel parce qu'il y avait un peu de musique dans la salle en plus, donc vraiment on n'entendait rien. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu perds pas en efficacité, t'es pas obligé d'adapter ton planning. Voilà, donc ça c'est top. T'étais pas au courant, quoi. Si tu le sais pas. Ah ouais, non, t'étais pas. Non, t'es pas au courant. Tu te dis que quand même la grossesse, que là, ça fait d'énormes seins. Ouais, tu te dis quand même qu'elle s'est tapée une bonne poitrine, mais voilà, si tu mets un vêtement un peu ample ou tu vois là il fait hyper chaud, mais quand t'es en hiver ou quoi, tu mets un petit poncho ou un foulard un peu large, franchement ça passe nickel et tu peux t'en servir en voiture.
Et oui, bien sûr. Parce que du coup, il n'y a pas de fil. Donc, quand tu as 20 minutes de route, une demi-heure de route, bim, tu fais direct un tirage. Les femmes qui sont commerciales, c'est très pratique. Les infirmières libérales, c'est aussi très pratique. C'est ce qu'elle faisait aussi, ma compagne. Elle est chirurgienne dentiste, elle travaille un peu loin. Et elle avait au moins 30-40 minutes de route. Et en fait, alors elle, c'était filaire, mais c'était portable. Ça coûtait déjà 300 ou 350 balles, je crois. Et elle avait un bustier exprès. Enfin, elle a un truc. Oui, parce qu'il y avait quand même le système biberon, connecteur, tétrelle. Quoi. Alors que là, tout ça, il n'y a plus. Quoi. Donc, c'est dingo. Donc ça, c'est trop cool. On verra pour bébé 2. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça, c'est pour la partie qu'est-ce que peut faire le père, le coparent pour aider. À quoi sert une IBCLC, justement, dans ce cas très précis de la reprise du travail? Comment est-ce que vous pouvez accompagner sur ces sujets-là? Alors, l'IBCLC, elle va venir voir en fonction des cas particuliers du métier. Déjà, les rythmes de la mère, à quel moment elle peut tirer son lait, combien de lait, comment elle va pouvoir s'organiser pour avoir suffisamment de stock. On va parler aussi des besoins de l'enfant en fonction de l'âge, en fonction de son rythme de tétée aussi. On va pouvoir parler des différentes techniques pour proposer le lait tiré sur le mode de garde. Est-ce que ce sera un biberon? Est-ce que ce sera une tasse, une soft cup? Est-ce que ce sera sous forme de flanc? Donc on va parler aussi de tout ça, parce qu'en fonction de l'âge du bébé, on va pouvoir proposer différentes choses et de son acceptation aussi. J'en profite aussi pour ajouter que ça peut être un rôle aussi du père ou du coparent, faire des flancs avec le lait. Non, mais on peut cuisiner avec le lait maternel, c'est important de le dire. On peut même, alors, nous, l'utiliser avec le lait qui avait périmé parce que j'avais mal fait les rotations dans le congélateur, mais on peut faire des bains, on peut faire plein de choses, mais on peut en effet aussi cuisiner avec. Je pense que c'est important de le savoir. Donc, on peut être le papa ou le coparent et faire des petits desserts pour bébé, surtout quand la diversification arrive et tout, ça peut être super chouette. Et des glaces aussi pour les dents. Pour les poussées dentaires. Donc on peut être le papa peut aussi se charger de ça, de faire des petites glaces comme ça au lait maternel pour les poussées dentaires, c'est top. Donc voilà, pardon, je t'ai interrompu. Non, du tout. On va parler justement de toutes ces stratégies qu'on peut proposer à l'enfant quand il sera en garde. Moi, j'ai des modèles. Alors, j'ai pas tous les modèles, mais j'ai quelques modèles de tire-lait quand même pour montrer aux mamans, notamment les tire-lait qui sont à l'achat, là, dont je t'ai parlé, pour qu'elles puissent tester, voir ce qu'elles en pensent aussi. Et souvent, je me rends compte que quand on établit les volumes de lait à tirer, les mères, elles sont soulagées parce qu'en fait, elles pensent souvent qu'elles doivent tirer des litres et des litres et des litres. Et en fait, en remettant dans le contexte et en faisant des calculs simples, on se rend compte que non, en fait, ça va le faire, on a du temps et ça va bien se passer. Donc, c'est aussi ça. Et puis, on va parler de la conservation. Qu'est-ce qui est le mieux dans des sachets, de faire des glaçons? Et puis, qu'est-ce qu'accepte la nounou aussi? Voilà, parce que les nounous, elles ont aussi un peu leur mot à dire quand elles reçoivent les enfants. Quelle est la technique qui va leur convenir le mieux? À quoi elles sont habituées? À quoi elles ne sont pas habituées? Donc, ça m'est aussi arrivé qu'une famille me mette en contact avec l'assistante maternelle pour qu'on puisse voir ensemble qui serait le plus fluide pour l'enfant. Du point de vue de ton expérience, quelle solution politique et sociale serait à défendre pour améliorer la situation de la reprise du travail des mères allaitantes et peut-être plus globalement de l'allaitement? En gros, demain, tu es ministre de la Santé et tu as tous les pouvoirs, tu as un putain de budget. Qu'est-ce que tu fais sur ce sujet-là? Déjà, je rallonge le temps, le congé maternité, ça, c'est une certitude. Au choix de la mère, bien entendu. Ah oui, bien sûr, ça c'est évident, mais je propose que le congé maternité soit équivalent au congé paternité s'ils le veulent aussi. Je crois que parfois c'est une vraie souffrance de déposer son enfant qui a à peine 2 mois et demi déjà dans une collectivité. Si t'es pas prêt, tu devrais avoir le droit sans forcément te dire je ne vais plus avoir d'argent en fait si je prends ce droit, parce qu'aujourd'hui on en est là, c'est soit tu perds beaucoup de sous, soit... Oui, bien sûr. Ou avoir la possibilité de le laisser à une personne de confiance, comme le père ou le coparent, ou même, soyons fous, pour les mères solo, pour les mères isolées, à une grand-mère qui pourrait avoir ce temps-là rémunéré. Enfin voilà, il y a des choses à réfléchir. Donc ça serait trop cool, parce que pour moi, séparer la mère d'un enfant allaité avant que la diversification soit correctement mise en place, c'est difficile, quoi. Il y a parfois des bébés qui refusent de s'alimenter au biberon, qui est la méthode quand même la plus facilement représentée en France. Donc, quand ton bébé s'alimente pas, c'est parfois des vraies souffrances, ce retour au travail, et ça rajoute beaucoup de stress à une situation déjà stressante. Et une perte de productivité, aussi. Oui, souvent, effectivement. Donc, à rallonger ces temps-là à la volonté des familles, ça déjà pour moi c'est une première chose.
Ensuite, il faudrait qu'il y ait des politiques, un peu comme on a vu c'est les 2 entreprises là, françaises que je t'ai dit, faudrait qu'il y ait des politiques de soutien finalement, avec des salles qui soient prévues, qui rendent la vie plus facile et que tu sois pas obligé d'aller soit dans tes toilettes, soit moi parce qu'on travaille près des entreprises aéronautiques là, et des fois c'est des très 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 grands périmètres et les infirmeries sont très loin. Et du coup les femmes disent mais moi je vais mettre juste 20 minutes ne serait-ce que pour arriver à l'infirmerie, et c'est une difficulté en fait. Donc si on peut faciliter la vie des femmes aussi alors soit en leur proposant des salles quand elles reviennent au travail, ou peut-être, comme ce que fait Dell, en proposant les fameux tire-laits nomades pour qu'elles puissent facilement rester à leur bureau sans avoir à se soucier de devoir se déshabiller ou pour poser un tire-lait encombrant. Ça serait vraiment chouette, quoi. Et rémunéré aussi, ce temps-là. Oui, ça met ça, en fait. Non, mais c'est hyper important parce que, tu vois, c'est quand même 1 heure par jour, quoi. 1 heure par jour. En moyenne, on travaille en moyenne 26 jours par mois. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu t'assoies sur 26 heures de salaire. Oui. Enfin, qui peut se permettre ça, tu vois? À part les personnes peut-être qui sont très aisées, tu vois, mais... J'ai une maman à qui on a demandé de renoncer à tous ces... qu'est-ce que c'était? Des jours de récup? Ouais, ça devait être de la récup, de renoncer. J'ai trouvé ça vraiment difficile. C'est scandaleux. Quoi. C'est scandaleux. Alors que voilà, les pauses café, les pauses clopes, et puis ça dure le même temps en fait, quoi. Donc je comprends pas. Je trouve ça vraiment discriminatoire. C'est sûr, et puis encore une fois, tu vois, socialement, c'est valider le fait qu'on peut prendre des pauses rémunérées pour aller détruire sa santé et qu'on n'a pas le droit de le faire pour nourrir son enfant. Donc c'est assez perturbant. Super. Merci beaucoup, Madame la Ministre. C'était un plaisir. Merci beaucoup, Marion, pour cet épisode. Alors, j'ai 2 petites questions. On peut te retrouver sur les réseaux, c'est ça? Oui. Marion Guérin, IBCLC 33. Ouais, c'est ça. Comment je peux trouver une IBCLC près de chez moi? Alors, il y a un annuaire qui existe sur le site AFCL, c'est l'Association française des consultantes en lactation, où elles sont classées par département, je crois. Donc, on peut aller là-dessus. Et après, franchement, le bouche à oreille, c'est ce qui va fonctionner le mieux. Mais voilà, le label IBCLC, comme on a dit au démarrage, reste quand même un gage de qualité, un gage de connaissance, et pas seulement de l'expérience. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est important quand même. Et toi, d'ailleurs, tu as mis à disposition des séquences vidéo pour aider les parents, comme ça Oui, j'ai mis en place avec une doula qui s'appelle Julie Roudier tout un accompagnement vidéo. Donc, il y a pas mal d'heures de tournage, effectivement, où on va aborder toutes les thématiques de l'allaitement, de la naissance jusqu'au sevrage, en passant par toutes les difficultés. Il y a des lexiques. Donc, j'explique tout. Donc, ça s'appelle Mammifère, MAMIFER. Donc, voilà, pareil, on a une page Instagram qui s'appelle Mammifère. Et puis après, on a un site web. Donc, c'est vraiment aussi en termes de... Quand on veut faire un cadeau en prénatal, alors on peut bien sûr offrir une séance avec une consultante en lactation, mais il y a certaines régions de France qui malheureusement ne sont pas très dotées en consultante en lactation, et du coup pouvoir offrir ce type de cadeau-là, ça peut être vraiment chouette. Ça coûte combien? Alors il y a plusieurs packs en fait en fonction de ce que recherchent les familles à ce moment-là. Donc il y a le pack Capucin qui est le plus petit pack qui va parler de toute la physiologie, du démarrage de l'allaitement et au fil de l'allaitement, c'est-à-dire les différentes étapes physiologiques que vous allez traverser. Donc là, ce pack est à 149 €. Il y a le pack Ouistiti qui va inclure en même temps tout le processus de sevrage, qui est à 199 €. Et ensuite, il y a le pack Orang-Outan, qui est le pack complet, qui va en plus offrir toutes les difficultés de l'allaitement, donc de l'engorgement à l'abcès, à la mastite, à la candidose, voilà, avec toutes les recettes pour s'en sortir, ainsi que la dernière capsule sur la reprise du travail, justement. Voilà, donc tout est payable en 3 ou 5 fois sans frais, voilà. Peut-être un cadeau à offrir pour bien un couple parental qui va mettre en place un allaitement. Merci, je mettrai le lien en description du podcast. Je rappelle aussi aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez réagir à l'épisode via le lien SpeakPipe qui est aussi en description du podcast. Vous pouvez poser vos questions, vous adresser directement à moi, et puis on fera une réponse dans le podcast. Et peut-être que si c'est trop technique, peut-être que je solliciterai Marion pour répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Marion. Merci, Cédric. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.